pour notre dernière conférence de la journée, nous avons le plaisir d'accueillir Evelyne Elsässer qui vient de Suisse et elle va nous parler des vécus subjectifs de contact avec le défunt. Evelyne parle parfois aussi des vécus spontanés de contact avec le défunt pour les distinguer des vécus induits par des psychothérapeutes, par exemple, ou par des médiums. Alors, en France, ces expériences sont assez peu évoquées par les scientifiques. OK. Mais les bénévoles qui accompagnent les personnes en deuil entendent souvent parler de ces expériences parce que les personnes en deuil parlent de signes. Et ces signes, c'est parfois, il vient me parler, il vient dans mon rêve, je l'ai senti à côté de moi. Donc voilà, c'est des phénomènes avec lesquels les endeuillés sont familiarisés. En Suisse et dans d'autres pays, il y a au contraire plus de travaux sur ces expériences et notamment Evelyne coordonne un chantier international extrêmement important sur ces questions dont elle va nous parler. Avant de lui céder la parole, je voudrais ajouter que ces livres sont encore disponibles à la librairie, qui va rester ouverte un bon moment après la fin de cette conférence, et Evelyne est d'accord aussi pour les dédicacer à ce moment-là. Voilà, je vous donne la parole. Je vous remercie beaucoup, Madame Witt. J'aimerais également remercier Madame la Présidente, Madame Simon, pour cette invitation qui me fait très plaisir. Mes remerciements, vous m'entendez pas bien? Est-ce que comme ça c'est mieux? C'est bon? Je remercie également le comité d'organisation et tous les bénévoles de cette conférence qui m'ont accueilli très gentiment. Donc, en effet, j'ai le plaisir de vous parler des vécus subjectifs de contact avec un défunt ou avec une défunte. Là, vous m'entendez bien? Parfait. Alors, que sont les vécus subjectifs de contact avec un défunt, les VSCD? Un VSCD se produit lorsqu'une personne perçoit de manière inattendue une personne décédée. Les VSCD sont spontanés, comme justement Madame Witt vient de le souligner, sont spontanés, et ces contacts sont apparemment initiés par les défunts, sans intention ni sollicitation de la part des récepteurs, donc des personnes qui vivent ces expériences. Ça se passe de manière complètement inattendue. Et ils sont directs, ça c'est important, sans intervention de médium, sans recours à l'EMDR, à l'hypnose, à l'écriture automatique ou à des dispositifs comme par exemple la transcommunication instrumentale, la TCI que vous connaissez peut-être, ni toute autre forme de contact provoqué. Comment se manifestent les VSCD? Par 4 des 5 sens. Il y a les VSCD auditifs, il y a 2 types de VSC auditifs, soit les récepteurs entendent le défunt, comme vous m'entendez parler, comme une voix qui vient d'une source externe, soit ils disent qu'il y a comme un message qui a été mis dans leur esprit, comme par télépathie. Mais ils disent que ce n'était pas une pensée. Ça n'avait rien à voir avec une pensée. Les VSCD visuels ou les apparitions, c'est peut-être le type de contact le plus impressionnant pour les récepteurs. Alors, ils se présentent sous des formes très variées. Soit le récepteur, il va comme une brume qui après passe par différents stades. D'abord, il va peut-être encore des objets derrière le défunt. Et après, il se solidifie jusqu'à prendre l'apparence d'une personne vivante. Les VSCD tactiles, on peut sentir un contact sur n'importe quelle partie de son corps. C'est souvent un contact qui est typique pour le défunt. Il avait peut-être l'habitude de prendre notre bras, de mettre son bras autour de notre épaule,
ou de nous caresser la joue, ce genre de contacts qui sont typiques pour le défunt. Et dans des cas très rares et intéressants pour la recherche, lors d'un VSCD visuel, certains de nos participants ont dit qu'ils ont pu toucher le défunt et qu'ils ont senti une résistance ou une matière. Mais ça, c'est quand même assez rare. Les VCD olfactifs, c'est toutes sortes de fragrances, d'odeurs, de parfums. C'est souvent, par exemple, le parfum que la personne avait l'habitude de porter, une odeur corporelle caractéristique. Mais la gamme est très large, ça peut être la nourriture, du tabac, au temps où les gens fumaient encore. Ils disaient, j'ai senti l'odeur de la pipe de mon grand-père, le tabac qu'il utilisait, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ces odeurs apparaissent de manière complètement hors contexte, à l'intérieur ou à l'extérieur, sans aucune source détectable. Et il y a les VCD de ressenti d'une présence. Ils ne peuvent pas voir le défunt, ils ne le sentent pas, ils ne l'entendent pas, mais ils savent qu'il est là. Et ils disent très clairement, et on a des chiffres, des statistiques là-dessus, ils disent « Je sais quand il est arrivé et je sais quand il est reparti ». Et c'est toujours des périodes très courtes, de quelques secondes à quelques minutes. C'est très différent de l'impression qu'on a quand on est en deuil, que notre proche décédé est toujours dans notre cœur ou qu'il est avec nous, qu'il nous accompagne. Là, c'est autre chose. Ils disent, c'est comme quand une personne vivante entre, par exemple, on est en train de faire quelque chose et il y a quelqu'un qui rentre. Et on sait qu'une personne vient de rentrer, mais on ne l'a pas vue, mais on sait que la personne est rentrée. Pour les défunts, c'est cette même impression, cette même certitude que le défunt est là, il est venu maintenant, et là, il vient de repartir. Alors, très souvent, plusieurs organes sensoriels sont impliqués en même temps dans un seul VCD. Ils peuvent voir le défunt, entendre qu'il leur parle et sentir, par exemple, qu'il prend leur main, par exemple. Alors, ça c'est le cas d'un VSCD visuel, donc d'une apparition. Tous les témoignages que je vais vous présenter proviennent de notre enquête que je vais vous présenter dans quelques minutes. Mon grand-père m'est apparu après son décès inattendu. Il avait été hospitalisé pour une opération simple et j'avais décidé de lui rendre visite après son retour à la maison, car je n'apprécie pas les hôpitaux. Il est décédé d'une embolie le jour où il devait rentrer chez lui. Je me suis sentie coupable pendant des semaines de ne pas être allée à l'hôpital. Un jour, j'étais assise dans mon appartement pendant la journée. Je me suis levée pour me rendre à la cuisine et j'ai vu son apparition complète dans le couloir. Il m'a regardée et m'a souri. Puis il a disparu. J'ai interprété cela comme sa façon de me dire « tout va bien » et de ne pas me sentir coupable. Alors, les enfants vivent les VCD au même titre que les adultes. Il n'y a pas de différence vraiment dans la phénoménologie. Ce qui est souvent dommage quand ils racontent leur VCD à leur entourage, on ne les croit pas. On leur dit qu'ils ont imaginé d'avoir vu leur grand-mère décédée récemment dans leur chambre la nuit. Et alors ils laissent l'enfant seul à lui-même ou à elle-même pour trouver une explication, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est dommage, on devrait vraiment écouter les enfants qui racontent ce genre d'expérience. Et les prendre au sérieux. Donc ça, c'est un enfant de 10 ans qui a vécu cela. J'avais environ 10 ans lorsqu'un soir, je venais de me coucher et je n'étais pas encore endormie. J'ai senti comme une main qui tapotait le haut de mon épaule. Je me suis retournée, mais il n'y avait personne.
Quelques minutes plus tard, le téléphone a sonné pour annoncer le décès de ma grand-mère paternelle dans un accident. Donc, ce n'était pas un décès qui était prévisible, ce n'est pas quelqu'un qui était à l'hôpital très malade, c'était un accident. Je m'en souviendrai toujours car la sensation était étrange, comme si quelqu'un essayait de me dire « je suis là ». Je n'ai jamais eu d'explication à cela. Donc ça, c'était un VCD au moment du décès qui se produit souvent vraiment à la minute près du moment où une personne décède à distance. Donc là, ils n'étaient pas ensemble quand la grand-mère est décédée. Dans quelles circonstances les VCD surviennent-ils? Dans une multitude de formes et de situations, à toute heure du jour ou de la nuit. Là, je peux vous donner quelques chiffres qui sont intéressants, je pense. Parmi nos sondés, 21% ont eu l'expérience le matin, 21% l'après-midi, 16% le soir et 39% la nuit. Mais la nuit, ça ne veut pas forcément dire dans l'obscurité totale. Il y avait peut-être une lumière qui rentrait par la fenêtre, il y avait peut-être une petite veilleuse allumée. C'était la nuit, mais pas forcément dans l'obscurité totale. À l'état de veille ou de sommeil, à l'endormissement ou au réveil. Là encore, quelques chiffres. Donc, lors de l'endormissement, c'est ce qu'on appelle dans un état hypnagogique, et au réveil, c'est dans un état hypnopompique. Ce sont des états de conscience différents. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 39% étaient complètement éveillés et actifs, 13% étaient complètement éveillés et au repos, 7% étaient somnolents, à moitié endormis, 25% endormis, et 7% étaient en train de s'endormir ou de se réveiller. Et ce qui manque pour faire les 100% sont des gens qui ont dit « je ne m'en souviens plus ». Donc, les contacts qui se passent pendant le sommeil, les récepteurs disent que ça n'a rien à voir avec un rêve, que c'était complètement différent, que c'était beaucoup plus net, beaucoup plus cohérent et mémorable qu'un rêve qui est souvent très vite oublié au réveil. Là, il dit, j'ai vécu ça il y a 30 ans, je me souviens comme si c'était arrivé hier. C'était une visitation, il dit souvent, c'était pas un rêve. Et ils disent aussi, je rêve souvent de mon proche décédé, mais le VCD que j'ai vécu pendant le sommeil n'avait rien à voir avec les rêves que j'avais de lui. À l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, comme j'ai dit, ces contacts sont très courts, quelques secondes, au maximum quelques minutes, parfois plus longs, mais c'est rare. Alors, environ la moitié se produisent dans l'année qui suit le décès, avec une forte concentration dans les premières 24 heures et jusqu'à 7 jours. Après, la fréquence est décroissante de 2 à 5 ans, mais on peut tout à fait vivre un VCD plus tard, même à quelques décennies après le décès. Et ces cas-là sont souvent des cas de VCD de protection, quand le VCD sert à avertir le récepteur d'un danger imminent, potentiellement vraiment dangereux, dont il n'est pas conscient et donc peut donc réagir à temps et éviter un événement qui aurait pu être potentiellement fatal. Ce sont les VCD de protection. Alors, la prévalence, c'est une expérience extrêmement courante. 50 à 60% des gens vivent un ou plusieurs VCD au cours de leur existence. Ils sont souvent en deuil, mais pas toujours. Ce n'est pas un phénomène contemporain, évidemment. Des témoignages recueillis sur tous les continents et depuis des siècles suggèrent que ce phénomène est universel et intemporel.
Il semblerait que la capacité de percevoir les défunts est inhérente à la condition humaine. C'est quelque chose que les humains sont capables de percevoir des défunts. Pour nous, quand je dis pour nous, c'est pour mes collègues et moi, il est très très important de normaliser ces expériences, d'arrêter de les appeler une expérience extraordinaire, paranormale, anormale, ou quoi que ce soit d'autre. Ce sont des expériences normales, courantes et évidemment complètement non pathologiques. Donc il nous tient vraiment à cœur de faire connaître ce phénomène, et de normaliser ces expériences. Alors, le premier VCD répertorié aurait eu lieu en 1963, avant Jésus-Christ. J'ai bien dit avant Jésus-Christ. C'est le chercheur anglais, psychothérapeute et scientifique, conférencier, auteur Daniel Burke qui présente ce VCD le plus anciennement répertorié dans son livre Apparition au moment du décès. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu de notre projet de recherche. Donc, il est intitulé « Investigation de la phénoménologie et de l'impact des vécus subjectifs de contact avec un défunt spontané et direct ». Nous avons commencé le projet en février 2018. Nous avons élaboré un questionnaire extrêmement détaillé de 194 questions. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Ça prend à peu près 2 heures de le remplir. On avait un peu peur au début. On s'est dit, on demande un peu trop à nos futurs participants. Est-ce qu'ils auront la patience d'aller jusqu'au bout? Et on a vu que vraiment un tout petit pourcentage seulement ont abandonné en cours de remplir le questionnaire. Et dans les remarques qu'ils ont mis dans les questionnaires, on a vu qu'ils appréciaient énormément déjà d'être pris au sérieux, qu'on étudie le phénomène qu'ils ont vécu. Souvent, ils pensaient avoir été les seuls au monde à avoir vécu ça, parce qu'on en parle tellement peu. Et on a vraiment vu qu'ils appréciaient beaucoup de pouvoir partager leur expérience avec nous. À ce jour, nous avons 1311 questionnaires précisément complétés en 6 langues. Alors, on a commencé la première enquête en anglais, espagnol, français. Après, on a ajouté l'allemand, le néerlandais et le chinois. Et pour voir s'il y a des différences culturelles, évidemment. Et nous sommes actuellement en train de commencer notre prochaine enquête en Inde. Donc, c'est la plus grande enquête multilingue sur les VCD mondialement. C'est nous qui avons la base de données la plus grande mondialement. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter notre équipe. C'est la même équipe de base depuis 2018. On est une équipe très solide, très solidaire, on s'entend très bien, on travaille extrêmement bien ensemble et c'est un vrai bonheur de travailler avec eux. Donc, j'ai mes collègues de l'Université de Northampton en Angleterre, professeur Chris Rowe, le professeur associé Callum Cooper, qui maintenant travaille sur un autre projet, donc il n'est que partiellement encore avec nous. On a 2 doctorantes, David Lorimer du Scientific and Medical Network, et on a un assistant de recherche. Donc, vous voyez que c'est une équipe quand même assez importante. Les messages sont assez homogènes malgré la diversité des défunts. Le message le plus important et le plus courant, c'est « Je suis en vie ». J'ai survécu à la mort de mon corps, je suis vivant. Il n'y a rien de plus rassurant, évidemment, pour les proches. Donc, ils signalent qu'ils sont en paix
et que la difficulté de leur fin de vie est désormais derrière eux. Résolutif, il permet de clore des conflits restés en suspens au moment du décès. Je vous ai lu ce petit témoignage où ce jeune homme, il se faisait beaucoup de reproches parce qu'il n'était pas allé voir son grand-père à l'hôpital. Et puis il a eu cette belle expérience qui lui a fait comprendre que son grand-père ne lui en voulait pas. Donc, des demandes et d'offres de pardon. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Donc là, c'est le défunt qui s'excuse, qui est désolé. Je me rends compte maintenant que j'avais tort et je regrette sincèrement mes actes. Réaffirmatif. Ils réaffirment le lien affectif, donc le lien continu. Ils expriment l'amour et le maintien du lien. Ça, c'est tellement important, le maintien du lien. Je t'aime, je veille sur toi, je serai toujours à tes côtés, nous nous retrouverons un jour. Il y a souvent cette promesse de retrouvailles futures quand le récepteur va lui-même quitter son corps. Libérateur, ça c'est important pour le deuil. Ils incitent les proches à surmonter la tristesse et à poursuivre leur vie avec sérénité tout en partageant leur peine. Alors ils disent par exemple, ne sois pas si triste, poursuis ta vie avec confiance. Je ressens ta peine, elle me touche. Et des fois ils disent, elle me retient. Mais comment faire pour ne pas être triste? C'est clair que vous connaissez ça très bien, c'est tout un cheminement. Alors, quel est l'état émotionnel des défunts? Est-ce qu'on peut savoir comment ils vont? C'était ça l'une des questions que nous avons posées. Avez-vous perçu l'état émotionnel ou l'humeur du défunt? Alors, ça sont les données de notre première enquête en anglais, français, espagnol, plus l'allemand. La première ligne, vous avez le nombre de participants. Donc, combiné, c'est sur 1238 participants. En dessous, vous avez les pourcentages. Pour la question 81, le nombre de personnes qui ont répondu à cette question. Alors, vous avez les chiffres par langue et le combiné. Donc, j'ai mis en rouge pour le français et le combiné. Paisible. 52% pour les données françaises et 45% pour le combiné. Radieux, radieuse de bonheur, 26%, 30%. Évidemment, vous avez vu déjà que tout ça, ça fait plus que 100%. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient cocher plusieurs réponses. Donc, désireuse de me réconforter, et pleine de compassion, qui est la ligne en dessus. On a un peu regretté d'avoir divisé ces deux choses en deux sous-options parce que ça se ressemble un peu beaucoup. On aurait peut-être pu faire une seule option pour ces deux notions-là, désireux de me réconforter et plein de compassion. Il faut souligner aussi une limitation. Là, désireux de réconforter et plein de compassion sont moins des états d'esprit que des intentions d'agir qui découlent de la compassion. La compassion peut s'accompagner de différents états d'esprit. C'est une limitation de notre petit tableau. Et cela relativise peut-être un peu la différence marquée entre les états d'esprit positifs et négatifs, parce que là, en blanc, vous avez vu que tout ça, c'est très positif, paisible, radieux de bonheur, désireux de me réconforter, plein de compassion. Et là, nous arrivons dans des états d'esprit un peu plus négatifs, peut-être, un peu plus moins joyeux, donc triste. 11%. Là, pour les deux, c'est 11% pour le français, pour le cumulé. Mais d'après les témoignages, on a vu qu'apparemment, les défunts semblent souvent attristés pour leurs proches et pas forcément tristes
dans leur nouvelle forme d'existence supposée. Je pense par exemple au cas d'une jeune fille, une petite fille, 5-6 ans, qui était morte tragiquement dans un accident et qui était apparue à sa tante. Et puis elle avait communiqué à sa tante qu'elle était triste pour ses parents, mais qu'elle était paisible pour elle-même. Alors, agité, 6% pour le, aussi là c'est les mêmes chiffres, 6% pour le français, 6% pour le combiné, vous voyez ce sont quand même des chiffres assez bas. Effrayé, 4% et 3%. Alors, d'après les témoignages, certains, enfin un assez bon nombre nous ont dit, j'avais l'impression que mon défunt n'était pas conscient qu'il était mort ou qu'elle était morte et qu'il avait peur. On entend ça assez souvent, qu'il était effrayé. Et menaçant, alors menaçant, très peu, 2%. Alors, tous les cas que nous avons analysés, c'était toujours des cas où le défunt était inconnu au récepteur. Et c'était tous des cas qu'on appelle de maison hantée. C'est-à-dire, dans une vieille bâtisse, on perçoit quelqu'un de très fâché, de très menaçant, et qui est là et qui a envie de nous chasser, et des fois il communique le message, tu n'as rien à faire chez moi, c'est ma maison, etc. Donc tous ces cas-là, les 2%, étaient des cas de maison hantée. Ça n'a jamais été le cas d'un proche connu au récepteur qui était menaçant. On n'a aucun cas de ce type-là. Alors on va quand même encore un peu parler des limitations. Ce tableau reflète les états d'esprit des défunts tels que perçus, ressentis par les récepteurs. Mais s'agit-il réellement d'une représentation fidèle des états émotionnels des défunts? Comment le savoir? Parce que percevoir l'état d'esprit d'un défunt ou d'une défunte est une expérience subjective, forcément, comme toute expérience est subjective. Mais on peut quand même dire, si les états d'esprit perçus ne reflétaient que les souhaits des récepteurs, alors tous les défunts seraient perçus comme heureux et paisibles, ce qui n'est pas le cas pour un petit pourcentage des cas. Alors, il faut ajouter, ça c'est important, les VSCD sont psychologiquement réels pour les récepteurs et ont des effets tangibles et positifs, notamment sur le deuil, quel que soit leur statut ontologique, quel que soit leur statut d'authenticité, de réalité et de vérité en fait, de réalité plutôt, je devrais dire. Alors, certains de nos cas évoquent un changement radical et improbable de l'humeur du récepteur, surprenant au moment d'un deuil. Ils viennent de perdre quelqu'un de cher et ils sont dans un état de joie et de sérénité et de bonheur qui ne va pas du tout avec le fait d'être récemment endeuillé et normalement triste. Au lieu d'être découragés et tristes, ils ont ressenti une joie, une paix, un amour et une plénitude qu'ils n'avaient jamais connue auparavant avec une telle intensité. On n'a pas beaucoup de ces cas, mais on en a quand même un certain nombre. Alors, étaient-ce vraiment les sentiments des récepteurs ou les défunts avaient-ils trouvé un moyen de leur faire ressentir leurs propres émotions inhérentes à leurs nouvelles conditions? C'est ça la question. Auraient-ils réussi à leur faire ressentir leur état émotionnel actuel? Alors, voici un exemple. Attendez, je ne suis peut-être pas au bon endroit. Si. Donc, il y avait différents VCD. Donc, 80% de nos récepteurs ont vécu plusieurs VCD.
Normalement, de 2 peut-être à 10 à 15, ce n'est pas non plus des centaines de contacts, mais 80% quand même en ont eu plusieurs avec le même défunt ou avec différents défunts. Donc, pour voir si l'état d'esprit du défunt a évolué, il faut avoir forcément eu au moins 2 VCD, sinon on ne sait pas. Là, c'est une femme qui a perçu son partenaire décédé. Il y avait différents VCD, c'est pourquoi je coche des réponses apparemment contradictoires, donc sur notre questionnaire. Peu après son décès, mon proche a été bouleversé puis triste. Je ne pense pas qu'il savait qu'il était mort, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là. Après cela, tout ce que j'ai perçu était de la joie, de l'amour et de la compassion et une forte détermination de me soutenir. Donc là, il y a eu une évolution. Donc, il y a 2 hypothèses. Soit l'état émotionnel des défunts n'est pas constant mais évolue. Donc, l'état d'esprit perçu pourrait n'être qu'un instantané de leur état émotionnel à un moment donné lors du VCD. Donc, si on le perçoit comme triste, peut-être si on avait encore un VCD plus tard, peut-être on ne le percevrait plus comme étant triste. Mais si on n'a qu'un seul VCD, on ne peut pas savoir. La deuxième hypothèse, c'est que ces perceptions reflètent une évolution de l'état d'esprit des endeuillés et non des défunts. Peut-être eux, ils vont mieux, donc ils ressentent l'état d'esprit du défunt comme plus positif. Ça, c'est aussi une hypothèse. Les défunts peuvent-ils faire ressentir à leurs proches leurs émotions et leur état d'esprit actuel? Donc, ça, c'est une femme qui a perçu son père décédé. C'est un très beau témoignage. Juste après le décès de mon père en 2014, j'ai ressenti une joie intense qui a duré 3 jours et demi, donc anormale, juste après un décès. C'était une joie inhabituelle, car très intense et une sérénité intérieure que je ne connaissais pas. Je fus enveloppée par une énergie d'amour pendant toute cette période et je ressentais de l'énergie sur moi qui bougeait le long de mes bras et de mes doigts. Au 7e jour du décès, j'accompagnais le cercueil dans le corbillard et j'ai à nouveau ressenti cette énergie d'amour m'envahir, mais c'était différent. Cette énergie n'était pas sur moi, elle venait d'en haut. J'étais comme douchée par cette énergie. Cela a duré le temps du trajet dans le corbillard, environ 1 heure, ce qui est aussi très long. Lorsque je pense à mon être cher décédé, presque toute la journée, comme c'était le cas lorsqu'il était incarné, il s'agit de mes sentiments intérieurs et de mes pensées. Cependant, mes sentiments intérieurs sont marqués par l'expérience douloureuse de son absence. Lorsque mon être cher décédé est présent, je le ressens d'abord en dehors de moi, et c'est son état d'esprit que je perçois, et son état d'esprit n'est rien d'autre que de l'amour et de la joie. Quand cela arrive, c'est merveilleux. Je ne suis plus dans le ressenti de mon deuil, mais dans le ressenti transmis par mon être cher. Alors je ne souffre plus du tout, je suis si heureuse. L'impact des VCD sur le deuil, sur la tristesse. Évidemment, la tristesse fait partie intégrante du processus du deuil. On a les chiffres, donc suite au VCD, ça change. La tristesse est réduite pour 44%. Elle est même supprimée pour 10%, mais elle reste identique pour 31%. Augmentée pour 2%. Donc, ce ne sont pas des résultats très nets, c'est assez mitigé.
Et je pense que ça vient du fait que, évidemment, la tristesse, elle ne va pas partir comme par magie. Mais ceux qui étaient moins tristes, je pense, c'est parce qu'ils ont compris ou ils ont une nouvelle compréhension de la nature de la mort. Grâce au VSD, ils ont cette conviction profonde que la conscience survit à la mort du corps. C'est des fois peut-être nouveau pour eux, ils n'avaient pas du tout cette conception-là, ou c'est une conception qu'ils avaient mais qui est renforcée par le VSD. Et donc la tristesse est peut-être encore là, mais peut-être réduite parce qu'ils se disent oui, en fait, maintenant je sais qu'il a survécu à la mort de son corps, il n'est pas là, il me manque bien sûr, je suis un peu moins triste, encore un peu triste, mais maintenant j'ai une autre conception de la mort, et là on a les chiffres aussi, ça change beaucoup la manière de voir la mort, et donc souvent avec cette possibilité, cette promesse qui est des fois transmise par les défunts, que nous allons retrouver nos proches décédés quand nous allons nous-mêmes passer de l'autre côté. Donc, évidemment, l'absence, elle reste douloureuse, ça c'est clair, mais il y a comme un nouvel espoir quand même qui a vu le jour après le VSD. En tout cas, c'est ça que les récepteurs et les participants à notre enquête nous disent. Ça, c'est un homme qui a perçu sa mère décédée. Sans le VSD, je serais restée longtemps dans une profonde tristesse. Et ça, c'est une femme qui a aussi perçu, elle, son père décédé. La tristesse demeure, profonde et incrustée, mais un espoir a vu le jour. Impact des VSD sur le deuil pour la guérison émotionnelle. Alors, 73% de nos participants ont constaté une guérison émotionnelle suite au VSD. Pour 10%, il n'y a pas eu de changement. 8% n'étaient pas sûrs. Et ça, c'est intéressant. 8% n'étaient pas en deuil du défunt perçu, mais ils l'ont quand même perçu. Ils ont quand même eu un VSD avec une personne dont ils n'étaient pas en deuil. Donc, on n'est pas forcément toujours en deuil quand on a un VSD. Donc, on voit qu'une majorité a indiqué une guérison émotionnelle. Évidemment, les VSD sont bien plus qu'une simple perception furtive du défunt. Leur impact vient des messages perçus, comme j'ai dit tout à l'heure. Le plus important, c'est « je suis en vie, j'ai survécu à la mort et je vais bien ». Et l'impact bénéfique vient également des émotions ressenties par les récepteurs, mais aussi les émotions qu'ils ressentent de la part du défunt ou de la défunte. Donc c'est d'un côté l'information qu'il est en vie et qu'il va bien, et les émotions ressenties et perçues. Et c'est ça, je pense, qui aide beaucoup pour la guérison émotionnelle. Alors là, c'est une femme qui a perdu son enfant. Savoir que mon fils est venu à moi d'une manière calme et aimante pour me réconforter m'a permis de continuer à aider d'autres personnes qui ont perdu leurs enfants. Comprendre la perte la plus douloureuse que l'on puisse imaginer et croire vraiment que nous les retrouverons et qui sont simplement partis devant nous. Alors, le deuil a évidemment beaucoup de composantes. L'une des composantes est certainement la tristesse, et je pense qu'elle est double. Alors, j'ai fait ce petit schéma. Là, j'ai mis le cas de quelqu'un qui a une position matérialiste et qui n'a pas vécu de VSD. Alors, évidemment, on peut tout à fait avoir une position non matérialiste ou spirituelle sans avoir vécu de VSD. On peut avoir déjà la conviction que la mort n'est pas la fin de toute chose.
et puis ne pas être matérialiste dans sa vision de la réalité sans avoir vécu de VCD. Mais là, j'ai pris le cas de quelqu'un qui a une position matérialiste. Je pense que la tristesse est double parce que je pense qu'on est triste pour le proche décédé et on est triste pour soi-même. Alors quelqu'un qui a une position matérialiste et qui n'a pas eu un contact avec le défunt, il va peut-être se dire « il est mort bien trop tôt, elle a tellement souffert à la fin de sa vie, maintenant il est trop tard pour exprimer des regrets, de la gratitude et de l'amour. » Donc là, c'est la fin, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien réparer puisqu'il n'existe plus. Et la tristesse pour soi-même, je suis privée de sa présence essentielle et je suis seule. Là, c'est vraiment être seule dans cette vision de la mort. Comment puis-je vivre sans lui ou sans elle? Parce que là, il n'y a pas cette impression de lien qui continue. Le lien qui nous unissait a été rompu à jamais par la mort. Le réconfort apporté par les VCD par rapport aux défunts. Je vais juste boire un peu d'eau, si vous permettez. Vous m'entendez bien maintenant? Donc, qu'est-ce qui change par rapport à ce que je viens de vous présenter si on a vécu un VCD? Le réconfort par rapport aux défunts. Donc, quand on a vécu un VCD, concernant la tristesse des endeuillés pour leurs proches décédés, le proche communique qu'il est en vie et se porte bien. Témoignage, je suis ici et tu le sais, je t'aime, ne sois pas triste parce que je suis en vie, simplement pas dans mon corps. Une femme qui a perçu son père, nous existons toujours, même si nous n'avons plus d'enveloppe physique, nous nous portons très bien. Vous voyez à quel point les témoignages se ressemblent. Les circonstances du décès, par exemple, une mort prématurée, la personne était très jeune, une mort difficile, une longue agonie, la personne a eu très peur de mourir, ça s'est vraiment mal passé, c'était difficile, c'était long. Une mort choisie, un suicide, une mort violente, un accident, un meurtre, un suicide. Et là, on a, je trouve, un très beau témoignage d'une femme qui a aperçu son cousin qui s'était suicidé. Comme il s'est suicidé dans un état de désespoir avancé, j'aurais été très triste pour lui et je n'aurais pas su comment me consoler de cet acte terrible. Grâce à ma vision, j'ai su qu'il avait eu raison de partir. Ça, c'est intéressant. J'ai su qu'il avait eu raison de partir et qu'il était maintenant heureux. Je n'étais donc vraiment plus du tout triste. Vous voyez la force de ces expériences. Toujours le réconfort par rapport aux défunts, regret, culpabilité, c'est tellement courant quand on est en deuil, on regrette d'avoir dit ceci, cela, de ne pas avoir dit ceci ou cela, un dernier mot d'amour, une dernière réconciliation qui n'a plus été possible. Donc, on a beaucoup dans nos témoignages des demandes et d'offres de pardon. Alors, ce n'est pas toujours quelque chose de vraiment très grave qui s'est passé. Des fois, c'est vraiment des choses assez anodines, mais qui pèsent tellement lourd après pendant le deuil. J'ai pris conscience que Alors ça c'est intéressant. Alors là c'est le défunt qui demande pardon. C'est une mère qui demande pardon à son fils.
J'ai pris conscience que mon comportement n'était pas correct. J'aimerais te demander pardon et réparer mes torts. Et je me souviens très bien de ce cas. C'était vraiment une mère qui était vraiment pas sympa avec son fils. Mais lors de son vivant, elle s'en est pas rendu compte. Et c'est comme s'il y avait eu une évolution après le décès, une évolution de leur relation, une évolution dynamique, une prise de conscience, comme si cette femme n'avait compris qu'une fois qu'elle avait quitté son corps, qu'elle avait mal agi et qu'elle en était désolée et qu'elle exprimait ses regrets et demandait pardon. Et c'est ça, oui, que je voulais dire tout à l'heure. C'est pas toujours quelque chose de très très grave qui s'est passé pendant les deux personnes. Ça peut être une petite dispute, ça peut être une incompréhension, pas grand-chose, mais oui, comme je viens de dire, mais qui pèse après tellement lourd pour le deuil. Alors là, c'est une femme qui a perçu son père. J'ai eu une dispute avec mon père le jour de sa mort, juste avant son opération. Évidemment, c'est pas idéal, mais bon. Et puis donc, il est décédé pendant l'opération. Ressentir sa présence m'a apaisée. Donc après, pendant le VCD, je pense que c'était sa manière de faire la paix. Le réconfort apporté par le VCD par rapport à la personne en deuil, donc maintenant par rapport à la tristesse pour soi-même. Après le VCD, les gens se disent « Mon proche a survécu à la mort physique et se porte bien. Ma tristesse pour lui ou pour elle n'a plus lieu d'être. » Même si, par exemple, l'agonie était longue et difficile, là, ils savent que maintenant, ils vont bien, donc c'est déjà du passé, c'est oublié, donc ça ne leur pèse plus, en tout cas beaucoup moins, puisqu'ils ont eu maintenant ce contact qui leur a montré comment ils sont maintenant. C'est ça qu'ils ont perçu. Donc l'absence physique demeure et restera une source de souffrance. Ça, c'est évident. Mais le lien intérieur perdure, il y a cette prise de conscience que ce lien, il est là et il se manifeste très rarement et très brièvement lors d'un VCD. Voilà, ce lien se matérialise très rarement et très brièvement lors d'un VCD. Et il y a la promesse d'une réunion future qui est souvent communiquée. Alors évidemment, si nos proches ont survécu à la mort de leur corps et nous sommes convaincus, et les récepteurs sont convaincus que le message et le contact étaient réels, qu'ils sont effectivement et réellement survécus à la mort de leur corps, ben ça implique que nous tous, nous allons également survivre à la mort de notre corps. Et donc, du coup, la peur de la mort peut aussi diminuer. Et nous avons les chiffres pour ça. Suite au VCD, la peur de notre propre mort, donc la peur de la mort de nos participants, a diminué pour 31% et même disparu pour 30%. Ça, c'est étonnant. C'est un chiffre élevé, ça. Mais elle restait la même pour 33%. Et 1% a augmenté, 5% n'était pas certain. Alors, un témoignage. Avant, j'avais peur de la mort. Maintenant, je suis heureuse de savoir que je retrouverai mon mari un jour après ma mort. Donc là, ça a changé beaucoup de choses pour le deuil de cette femme. Alors, je vous ai mis ces deux images. La première image, c'est évidemment une vision très, très, très effrayante de la mort, qui pèse quand même lourd sur nos vies, consciemment, le plus souvent inconsciemment, mais voilà, c'est quelque chose qui est dans notre vie, on sait qu'elle arrivera tôt ou tard, comme voilà, nous avons entendu tout au long de ce congrès, cette peur de la mort qui est là et qui est lourde à porter. Mais après un VCD,
il y a quand même très très souvent une diminution de la peur de la mort et une sérénité qui sont ressenties de la part de leurs proches qui semblent avoir navigué en toute sérénité vers l'autre shore qui est peut-être, ou l'autre, comment on dit, shore c'est anglais, l'autre bord, l'autre rive, ça? Merci. Qui est peut-être effectivement la rive d'un monde dont nous ne savons rien, mais qui nous attend peut-être. Alors, on retrouve mon petit schéma. Et on voit que les deux composantes du deuil, la tristesse pour le proche décédé et pour soi-même avec un VCD, est complètement différent. Vraiment, le VCD a tout changé. La tristesse pour le proche décédé, il n'est pas nécessaire d'être attristé par la fin de vie prématurée, difficile, choisie ou violente, car ils sont vivants et ils se portent bien. Et il n'est jamais trop tard pour une réconciliation et pour exprimer son amour. Là, on a beaucoup de témoignages de ce type. Et la tristesse pour soi-même, très important, cette conviction que les liens continuent, bien que évidemment transformés, métamorphosés. Ils peuvent se matérialiser très très rarement lors d'un VCD. Il y a la promesse d'une réunion future et il n'y a que 1% de nos participants qui n'adhèrent pas à l'hypothèse de la survie après le VCD. Donc ça veut dire qu'ils sont convaincus qu'effectivement la conscience survit à la mort du corps. Mais j'ai mis ça en rouge, c'est très important de ne jamais sous-estimer la douleur causée par l'absence physique. Parce que même si nous sommes tranquilles par rapport à nos proches décédés, nous sommes convaincus qu'ils vont bien, nous ne savons pas où ils sont, ni quelle est leur nouvelle existence supposée, on n'en sait rien du tout, sauf qu'ils vont bien, puisque c'est ça qui communique. Mais ils ne sont plus dans notre vie et ils nous manquent. Et ils nous manqueront longtemps et ils nous manqueront parfois pendant toute une vie. Et même si on n'a plus de soucis par rapport à eux, la tristesse par rapport à nous et à leur absence, elle reste longtemps et c'est vraiment important de ne pas la sous-estimer. Alors, pour ceux qui aimeraient un VCD, et qui n'en ont pas eu, alors d'abord le rappel à VCD, c'est vrai, la moitié se produisent la première année, mais ils peuvent survenir des années, des décennies après le décès. Ça peut encore venir. Donc à celles et ceux qui attendent un signe de l'être aimé, ne perdez pas espoir. Un contact peut se produire des années après son départ. Et même lorsque toute espérance est éteinte, même lorsqu'on n'y croit plus, ça peut encore arriver. Et surtout, et c'est vrai, un VCD peut apparaître au moment où l'on s'y attend le moins. C'est toujours une surprise, parce que c'est de manière complètement inattendue. Alors, 2 mots. Quelle est notre véritable nature? Notre nature est double. Comme disait déjà Pierre Teilhard de Chardin, nous ne sommes pas des êtres humains qui font une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui font une expérience humaine. Alors évidemment, il y a 2 visions de la réalité, et là je m'inscris évidemment dans le propos du docteur Mateller de ce matin. Dans les sociétés occidentales, nous avons tous appris à l'école et après à l'université que tout est composé de matière et que fondamentalement, tous les phénomènes résultent d'interactions matérielles, y compris l'esprit et la conscience. Sans matière, il ne peut y avoir de conscience. Par conséquent, lorsque le corps meurt, la conscience cesse d'exister.
Alors, ça, c'est évidemment l'hypothèse matérialiste. Primat de la matière sur l'esprit, la matière est la seule réalité dont tous les phénomènes découlent. Le cerveau génère la conscience qui s'éteint à la mort du corps. Les VCD n'existent pas. Ce sont des perceptions erronées, des illusions dues au deuil ou des hallucinations. Mais il y a une autre vision de la réalité, et c'est la vision post-matérialiste, qui dit tout autre chose. La conscience est fondamentale, universelle et non locale. Elle est le fondement même de la réalité première et même la seule réalité. Elle précède et survit au corps physique, bien que, évidemment, la conscience, elle soit opérée par le cerveau pendant la vie incarnée. Et bien sûr, dans une vision post-matérialiste, les VCD s'expliquent. Et c'est même logique, évidemment, si nos proches ont survécu à la mort physique, il n'y a pas de raison qu'ils ne communiquent pas avec nous. Alors, une possible définition de l'hypothèse post-matérialiste, Steve Taylor, c'est un psychothérapeute, auteur et conférencier anglais, j'aime bien ses livres, il explique très bien le post-matérialisme. Il dit « La conscience fondamentale, qui est également la nature de notre être, constitue l'essence de la réalité, à partir de laquelle la conscience individuelle et la vie elle-même naissent et évoluent. Elle ne résulte pas de simples processus cérébraux, mais est l'expression de cette réalité plus profonde et immatérielle. La conscience est partout et en toute chose. Puisque toute chose partage cette essence spirituelle commune, il n'existe pas d'entité séparée ou distincte. En tant qu'êtres vivants, nous ne sommes pas séparés les uns des autres, ni du monde dans lequel nous vivons. C'est sûr que dans notre quotidien, nous sommes loin de cette compréhension-là, et surtout de la vivre, malheureusement, vu l'état du monde actuel. L'univers n'est pas un lieu vide et inanimé, mais un organisme vivant. C'est très beau, ça. Hein? Ouais, un organisme vivant. Donc, voilà le livre de Steve. Alors, élargir le contexte, évidemment, il n'y a pas que les VCD, il y a d'autres phénomènes liés à la mort. Il y a les phénomènes spontanés liés à la mort, les expériences de mort imminente, les VCD, mais également les visions au moment du décès, les expériences en fin de vie, dont j'aurais bien aimé parler aujourd'hui. Si vous me réinvitez, je reviens et je vous en parle. Et les phénomènes induits liés à la mort, donc il y en a d'autres, mais là, ce qui vous parlera le plus, ce sont les contacts avec les défunts établis par les médiums. Il y a les phénomènes psy, la psychokinèse, Alors, la psychokinèse, c'est l'action de l'esprit sur la matière. Donc, l'esprit, vous connaissez peut-être Geller, qui, juste avec sa volonté, avait tordu des cuillères. Vous avez peut-être vu ça, c'est ce phénomène-là. Donc, qu'avec notre esprit, on peut avoir une action sur la matière qui se transforme par rapport à ce que nous souhaitons. Je vais vous dire ça un peu mieux. C'est l'influence de l'esprit sur la matière, c'est-à-dire la capacité supposée d'affecter ou de déplacer des objets physiques par la seule force du mental. Là, c'est mieux dit. Après les perceptions extrasensorielles, donc la télépathie, ça vous connaissez sûrement, la vision à distance et la clairvoyance qui englobe la précognition, donc la vision du futur, et la rétrocognition,
la vision supposée du passé. Alors, j'aimerais vous inviter à participer à notre enquête, qui est maintenant réouverte dans toutes les langues et qui est accessible. Alors, il y a le code QR, là, si jamais vous pouvez prendre une photo. Donc, si vous-même, vous avez vécu un VCD, vous aimeriez participer à notre enquête, ça me ferait très plaisir. Ou peut-être les gens que vous accompagnez, il y en a très certainement qui ont vécu des VCD. S'ils souhaitent en parler et participer, remplir notre questionnaire, ça me ferait très plaisir. Donc, pour faire ça un peu plus simple, je vais déjà... Non, je ne l'avais pas mis. Donc, sinon, vous allez sur mon site web, c'est mon nom. C'est www.eveline-lccr.com. Il est en restructuration, il va être magnifique. Pour l'instant, il n'est pas super. D'ici 2 ou 3 semaines, il va être tout neuf, tout beau. Mais l'ancien est encore en fonction. Donc, si vous allez sous contact, vous pouvez m'écrire et je vous envoie le lien vers le questionnaire français. Sinon, vous allez sur le site de notre projet de recherche. Là, vous avez le lien direct et vous trouvez le questionnaire en français, mais le site est en anglais. Donc, peut-être, si c'est plus simple pour vous, vous allez sur mon site à moi, sous contact, et vous m'écrivez un email et je vous envoie le lien. Alors, 2 mots sur mes livres. Donc, le premier sur les... Pas le premier, mais le premier sur les VCD, c'est quand les défunts viennent à nous. Et puis, contact spontané avec les défunts, donc je présente les résultats de notre enquête illustrés par de très nombreux témoignages. Alors, il y a le Pays d'Ange. Malheureusement, les Presses du Midi n'ont pas réussi à envoyer des exemplaires ici. C'est un roman. C'est un roman, en fait, d'accompagnement spirituel en fin de vie. C'est l'histoire d'une jeune fille très malade qui a une poupée qui s'appelle Ange et qui lui parle le soir et qui l'aide à commencer à s'imaginer qu'éventuellement c'est possible de quitter son corps quand on meurt et de continuer quand même à exister avec sa personnalité, avec ses souvenirs, avec l'amour pour ses parents, avec son individualité, vraiment la même personne et même l'essence même de sa personnalité, enfin de notre personnalité à tous, et qu'effectivement, avec un peu de... Si on est guidé ou si on réfléchit ou si on lit, on se renseigne, et dans le cas de ce livre-là, c'est Ange qui fait ce travail d'accompagnement spirituel pour aider cette jeune fille à s'imaginer que peut-être, oui, en effet, elle va survivre à la mort de son corps. Et dans le même hôpital, il y a un garçon qui vit une expérience de mort imminente qu'il lui décrit en détail. Et entre les deux sources d'information, l'ange, qui est évidemment un peu une envoyée du monde spirituel, et la description d'une expérience de mort imminente, elle arrive finalement à avoir une mort paisible. Donc ça, c'est l'histoire du Pays d'Ange. Bien que l'héroïne soit une jeune fille, ce n'est pas évidemment un livre pour enfants, c'est un livre pour adultes. Donc il y a le code QR là, malheureusement, il n'est pas en vente ici. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'il y aurait 1 ou 2 questions? D'abord, bon. Alors, on fait combien de questions? Bon, non, toi, Chantal, parce que tu n'as pas eu la question avant, alors je te passe le micro. Hein. Fais une préférence. Ah ouais, il y a du pouce. Bonsoir. Alors, j'ai appartenu à la commission deuil de Marseille. Et à ce titre, je faisais des entretiens individuels. Nous avions droit à 4 entretiens
par personne endeuillée. Et pendant la période du Covid, nous n'avons pas pu faire les entretiens en présentiel, donc nous les avons faits au téléphone. Et j'ai eu une dame dont je ne pourrais dire l'âge, mais qui, à mon avis, avait entre 50 et 60 ans, et qui, depuis 10 ans, n'arrivait pas à faire le deuil de sa mère. Avait essayé des tas de choses, enfin, et elle a atterri chez nous, donc. Et j'ai été, sans être déstabilisée, j'ai été dans l'écoute sans jugement, mais dans l'ouverture. Et au bout de du deuxième entretien, elle a commencé à me parler des orbes. Je ne savais pas ce que c'était. Donc les orbes, ce sont des fantômes qu'elle voyait régulièrement. Elle m'a parlé d'enregistrements qu'elle faisait parce qu'elle entendait la voix de sa mère et qu'elle avait fait faire vérifier par des laboratoires que les enregistrements n'étaient pas faux, mais qu'il y avait bien des voix qui étaient émises. Et donc, je l'ai écouté au cours de ces 4 entretiens. Et en réalité, j'en ai déduit à la fin, parce que cette personne vivait recluse, tout en ayant un mari et une famille. Et elle ne sortait plus du tout de chez elle, alors qu'elle était sportive, qu'elle faisait de la marche, etc. Elle s'était complètement repliée sur elle-même, parce qu'elle était quelque part incomprise par sa famille, qui ne la prenait pas du tout au sérieux. Et le fait d'avoir été dans l'ouverture, après je me suis documentée sur la question, sur les enregistrements, les orbes, etc. J'ai fait les 4 entretiens et à la fin, en toute humilité, je dois reconnaître que comme elle s'est sentie acceptée, eh bien, le 4e entretien s'est terminé très positivement pour ce qui me concerne, mais nous n'avons aucun but ni objectif à atteindre en tant que bénévole. Non. Mais elle m'a dit qu'elle recommençait à sortir et à mener une vie extérieure. Vous avez magnifiquement fait votre travail d'accompagnante, parce que c'est vraiment l'écoute et de prendre les gens au sérieux. Voilà. C'est tellement important. C'est un phénomène très connu pour les VCD, on a les chiffres aussi. C'est très difficile d'en parler. Souvent, les gens en parlent à 1 ou 2 personnes, et si ça se passe mal, si on ne les croit pas, si on les ridiculise, la réponse très courante, c'est « tu es en deuil, donc tu as dû imaginer, tu es peut-être un peu déprimé ». Ça, ce n'est pas une réponse qui fait plaisir aux récepteurs et ça ne les aide pas du tout. Donc, si on ne les prend pas au sérieux, après, ils n'en parlent plus. Et pourtant, ils aimeraient en parler parce que c'était tellement beau, c'était tellement important pour eux. Et je me rappelle d'une femme qui a dit « j'avais envie d'en parler au monde entier, je voulais que tout le monde sache ce que j'ai vécu et qu'il y a une vie après la mort ». Bon, elle a compris ça, évidemment. Enfin, voilà. Nous, on n'est pas... Notre projet, c'est pas du tout... L'idée, c'est pas de prouver qu'il y a une vie après la mort. Hein. Nous, on étudie les expériences des gens, mais les récepteurs sont convaincus qu'il y a une vie après la mort, après avoir fait le VCD. Et donc, si on ne les prend pas au sérieux, si on se moque un peu d'eux, souvent, ils n'en parlent plus du tout et ils se retirent. Et c'est mauvais et c'est dommage. Et donc, ce que vous dites là, c'était l'écoute et le fait de l'écouter vraiment et de la prendre au sérieux. Et c'est ça qu'il fallait faire et ça a très bien marché pour elle. Je dirais qu'elle cherchait depuis 10 ans, elle désespérait pas, oui, mais elle tapait à toutes les portes. Alors moi j'ai un message pour la commission deuil, parce que je suis peut-être obsolète à l'époque où j'ai fait ma formation, qui remonte à plus de 10 ans, c'est que ça serait intéressant, si le sujet n'est pas abordé, de le prévoir quand même, à minima, parce que sans être déstabilisée, j'ai été quand même surprise parce que je ne savais même pas ce que voulait dire le mot orbe. Donc j'ai fait des recherches, je me suis documentée et ça ne m'a pas perturbée pour autant, mais ça serait peut-être bien quand même, si ça n'est pas prévu, qu'on en dise 2 mots à la formation. Alors, c'est aussi un des buts de notre projet de recherche, c'est de faire connaître les VCD qui sont tellement courants. La moitié des gens, même un peu plus, les vivent. Et puis, si personne ne sait de quoi il s'agit et pourtant les gens les vivent, ça ne va pas ensemble. Enfin, c'est pas logique. Donc, vraiment, un des objectifs, c'est de donner, de notre projet de recherche, c'est de donner une information objective, scientifique, et puis après, chacun se forge sa propre opinion, mais nous, on veut donner l'information.
pour que quand les gens les vivent, ils savent déjà de quoi il s'agit. Et quand ils en parlent avec leurs proches, éventuellement, ils ont aussi entendu parler de ce phénomène et ils les écoutent avec, avec attention, plutôt que de se moquer d'eux. Maintenant, il y a aussi ceux qui trouvent que c'est très personnel. C'est par exemple mon cas. Moi, j'ai vécu des VSCD, j'en parle jamais. Je trouve que c'est personnel et j'en parle pas. Mais il y a pas mal de gens qui trouvent que c'est privé, c'est personnel et ça nous appartient et qui n'ont pas envie de le partager avec d'autres. Mais il y a effectivement ceux qui veulent absolument convaincre leurs proches. Et c'est peut-être pas nécessaire parce que quand on est convaincu d'avoir vécu ça, et si notre entourage ne nous croit pas, on pourrait se dire aussi, tant pis, moi je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que ça signifie pour moi, et si mes proches ne veulent pas me croire, tant pis. Mais bon, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Mais là, vous avez excellemment réagi, et tant mieux pour elle, pour cette personne, c'est très bien. Merci. Oui, alors je suis là. Je pose une question. La question est courte, mais la réponse, je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, c'est un témoignage que vous avez dit là qui m'a beaucoup perturbée. Ce que j'aimerais savoir, parce que moi, je n'ai jamais eu la chance, l'occasion, je n'ai jamais ressenti ce que vous décrivez. Et donc, vous n'avez pas vécu de VSD? Jamais, oui. Jamais. Je pense que je ne suis pas seule dans ce cas dans la pièce, enfin dans l'amphithéâtre. Il y a 50% des gens qui vivent. Alors moi je trouve que c'est beaucoup, 50% qui l'ont vécu, parce que j'avais jamais rencontré quelqu'un qui... parce que les gens n'en parlent pas, c'est vraiment ça. Alors moi, ma question est la suivante. Vous dites, enfin j'avais vu au début que c'était le défunt qui se présentait, enfin l'initiative en revenait à lui, si j'ai bien compris. Oui, voilà. C'est la nature même des VSCD spontanés. Alors, pourquoi tout le monde ne reçoit pas ces messages? Mais écoutez, non mais c'est... Ah bon? Ah oui, c'est une question un peu naïve, j'en conviens. Non, ce n'est pas une question naïve, c'est simplement une question sans réponse, parce que nous ne savons pas pourquoi la moitié des gens le vivent. Donc, ce que je peux vous dire, et ça c'est important, le fait de croire dans l'existence d'une vie après la mort ou de la survie de la conscience n'a aucun impact sur la probabilité de vivre un VSCD ou non. Que vous soyez croyant ou que vous soyez agnostique ou athée, vous avez la même probabilité de vivre un VSCD. Le fait d'être en deuil n'est pas un prérequis, on l'a vu. Ils ne sont pas tous en deuil. On peut même percevoir un défunt qu'on ne connaît pas. On peut vivre un VSCD pour une tierce personne quand on n'est pas en deuil. Par exemple, je pense au cas d'une femme qui a appris que sa voisine est décédée. Bon, elles n'étaient pas très amies, mais elle la connaissait, c'était sa voisine. Elle a elle a eu un VSCD auditif avec cette voisine décédée qui lui a demandé d'aller voir son mari, donc le veuf, et de lui communiquer qu'elle allait bien, qu'elle était en vie et qu'elle allait bien. Alors, un peu difficile d'aller sonner à la porte parce que on ne sait pas la réaction, mais elle a quand même trouvé le courage. Elle s'est dit, bon, si j'ai eu ce contact, ça doit être important, donc voilà, je vais aller sonner à la porte. Et le veuf était extrêmement heureux et très reconnaissant qu'elle ait eu le courage d'aller lui transmettre le message. Mais voyez, il y a tous les cas de figure. Peut-être une résistance mentale de notre part. Non, bon. Donc, voilà. Il n'y a rien de tout ça. On a vraiment bien regardé. On a plus de 1300 témoignages maintenant. On a tout regardé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un pourcentage particulièrement élevé de personnes qui ont une formation universitaire. Enfin, par rapport à la moyenne, il y a plus de gens avec une formation élevée qui font des VSCD que la population générale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Enfin, on a ce genre d'indication, mais c'est à peu près tout. Donc, on ne sait vraiment pas.
C'est pas le fait de croire en la survie de la conscience, c'est pas le fait d'être croyant, c'est pas le fait d'être en deuil. Il n'y a rien de tout ça parce qu'on ne va vraiment aucune variation par rapport à ces éléments-là. Donc tout simplement, on ne sait pas. Je vous en prie. Moi, je m'interroge sur... Je suis là, juste devant vous, plus bas, plus bas. Oui, ah oui. Vous étiez si près que vous voyez. Alors, moi, je n'ai pas encore eu un vécu subjectif de contact avec un défunt, mais moi, je m'interroge si c'est le même ordre de phénomène. Moi, ça m'arrive régulièrement dans ma vie d'avoir des contacts, un vécu subjectif de contact avec un vivant. C'est-à-dire... Ça fait 3 ans, 4 ans que je n'ai pas de nouvelles de telle ou telle personne et je pense à elle et tout à coup, elle appelle. La synchronicité. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Oui, alors, donc, ça voudrait dire une certaine sensibilité, une certaine réceptivité, mais sur quelle rien base? ne nous permet de le dire. Hein. Sur quelle base? Pardon? Sur quelle base? Justement, il y a Dean Radin, un Américain qui étudie ces phénomènes, et il est excellent, il a fait énormément de tests, mais on n'a pas pu établir un lien avec les VCD, franchement. On n'est pas au bout de notre enquête, hein, on est bien d'accord. On va peut-être encore découvrir des choses, mais ni nous, ni d'autres chercheurs sur les VCD ont pu établir un profil type. Et on ne sait vraiment pas pourquoi certaines personnes vivent un VCD et d'autres non. Vous savez, ce sont des fois des gens qui ont perdu quelqu'un, mais ils ne sont pas du tout profondément en deuil. Ils sont dans leur vie très, très ancrés dans le quotidien. Ils ont vraiment d'autres préoccupations. Ils ne pensent pas aux défunts et ne sont pas très intéressés ou pas du tout intéressés par les questions spirituelles. Et ils ont un VCD. Et après, bien sûr, ça change beaucoup de choses pour eux parce que ça ouvre quand même un peu un nouveau monde pour eux. Mais ce sont des gens qui ne sont pas du tout là-dedans, qui vivent ces expériences-là. Donc, quand vous dites que vous avez cette réceptivité ou ces synchronicités, je ne pense pas du tout qu'on puisse dire que vous auriez eu plus facilement des VCD que quelqu'un d'autre. La preuve, vous n'en avez pas eu. Mais ça peut venir, attention, ça peut encore venir. Moi c'est juste une question. Voilà. Oui. Parce que vous faites un travail considérable et un travail de recherche scientifique. Oui. Et vous avez bien dit qu'il y avait 2 hypothèses selon l'hypothèse matérialiste et l'interprétation, l'hypothèse non matérialiste. Et à un moment, vous avez parlé d'hallucination, qui était une interprétation possible de ces phénomènes. Matérialiste. Et je voulais savoir si dans votre étude, vous aviez analysé justement les différences qui faisaient que pour vous, ça ne pouvait pas être des hallucinations. Si ça a été analysé. Oui, alors oui, bien sûr, on n'a pas publié là-dessus précisément, mais comme je vous ai dit, un professeur de psychologie, un professeur associé de psychologie spécialisé en parapsychologie, donc ils connaissent très très bien, et ils n'ont rien relevé de tel. Ce ne sont pas des hallucinations. Pourquoi? Parce qu'une hallucination n'est pas quelque chose qui vous fait du bien, ce n'est pas quelque chose qui vous aide et qui vous transforme et qui change fondamentalement votre deuil. Une hallucination, ça fait partie d'une image plus complète d'une maladie mentale. C'est effrayant, c'est répétitif, c'est pas cohérent, c'est pas un proche décédé que vous percevez pendant une hallucination. Vous percevez peut-être des monstres qui vous font peur. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai décrit, vraiment pas. Et en plus, comme je vous dis, on a des psychologues dans notre équipe, donc non, mais c'est l'explication matérialiste parce que c'est plus simple de dire que ce sont des hallucinations. Et ce qui est un peu
un petit peu énervant, c'est qu'ils ne lisent pas du tout nos publications, nos recherches. Donc, ils disent que ça n'existe pas, ou ce sont des hallucinations, mais ils n'ont pas lu ce qu'on a fait comme recherche. Donc, voilà. Là-bas. Et encore là. J'ai un micro. Je suis là, à votre gauche. À votre gauche, là. Oui. Là-bas, elle a le micro. J'ai eu l'impression, à travers les témoignages de votre enquête, que les VSCD sont uniquement entre deux personnes, donc un émetteur et un récepteur. Il n'y a jamais eu d'expérience de VSCD entre, par exemple, nos parents, les deux étant... Si. Ah, je n'ai pas eu le temps. Là, je me suis un peu concentrée sur le deuil. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas dit. D'accord. Alors oui, il arrive, c'est à peu près dans 30% des cas où plus d'une personne perçoive le défunt en même temps. Ah, ça peut arriver. Donc pareil, on va prendre un exemple. Une famille vient de perdre le papa. Et donc ils sont là, une maman et deux filles, on va dire. Et donc, tout d'un coup, la maman, elle dit « Ah, papa est là, je le vois. » Et une des filles dit « Oui, moi, je le vois aussi. » Et l'autre fille, elle dit « Je ne vois rien. » Ça, ce serait un VSCD partagé. Ça n'arrive pas très souvent, mais à peu près dans 30% des cas, le défunt est perçu simultanément par plusieurs personnes réunies au même endroit. Parfois, il y a une personne en deuil et pas l'autre, ou pas les deux, ou trois, ou quatre autres. Des fois, tout le monde est en deuil, des fois, personne n'est en deuil. Donc, on a ces cas-là. D'accord. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire, puisque Oui. l'émetteur dit « je Oui. suis vivant, je vais bien Oui. », est-ce qu'il peut dire « je suis avec ma femme, mes enfants, mes parents Alors, je pense à un cas qui était très intéressant parce que nous, on cherche toujours un peu les cas probants où il y a une information qui était inconnue au récepteur et qu'on peut après vérifier et qui s'avère juste. C'est les cas qui nous intéressent le plus. Et donc là, je pense au cas d'une femme qui a perdu son mari. Donc, elle l'a perçu et en même temps, elle a perçu un homme plus âgé à côté de son mari défunt, mais elle ne le connaissait pas. Et après, elle a en parlé avec sa belle famille, etc. Et il s'est avéré que c'était en fait, je ne sais pas pourquoi il ne le connaissait pas, mais en fait, c'était le père de son mari défunt qu'elle n'avait pas, oui, c'est ça, qu'elle n'avait pas connu avant de rencontrer son mari. Et il se trouve qu'elle n'avait pas vu de photos. Et comme là, elle a décrit, ils ont dit « Ah oui, mais ça devait être le père de ton mari défunt. » Elle l'a reconnu sur une photo. D'accord. Mais c'est des cas rares. Hein. Normalement, le défunt est seul. Et il n'y a jamais d'échange. En fait, c'est un message que l'on reçoit, mais on ne peut pas y répondre ou questionner davantage. Ah si, il y a des échanges. Ah oui, non, il y a des échanges. Ah, ok. Il y a des échanges. Ce n'est pas juste la perception de messages. Il y a très souvent des échanges. J'ai une petite question juste de méthodologie. Oui. Voilà. Oui. J'ai pas entendu quelles sont les disciplines des chercheurs. J'imagine que c'est une équipe interdisciplinaire ou c'est psychologie. Ah, c'est que psychologie. Que psychologie. D'accord. Vous avez des contacts avec des chercheurs d'autres disciplines? C'est-à-dire, on publie avec d'autres universités, comme par exemple avec Renaud Evrard de l'Université de Lorraine. On a publié un article sur les VSCD effrayants, les 12%, qui étaient ressentis comme effrayants, et on a regardé de plus près pourquoi ils ont eu peur. On a publié 3 ou 4 articles avec la professeure Kim Penberthy de l'Université de la Virginie aux États-Unis. Elle est psychiatre. Donc, des fois, lors de collaboration, nous travaillons avec des gens qui ne sont pas psychologues. En tout cas, merci beaucoup. C'est avec passionnant. Plaisir. S'il vous plaît. Allô? Oui. Oui. C'est intimidé. Moi, je voulais d'abord vous remercier pour votre intervention. Je vous en prie. Et j'ai eu en fait la chance d'avoir vécu plusieurs vécus subjectifs de conscience. Voilà. Et j'ai une question là pour vous. Est-ce que vous avez eu, au travers de votre expérience, au travers de vos travaux, la possibilité de savoir
s'il y a quelque chose justement, parce qu'on nous donne des messages réconfortants, de gratitude, de pardon, mais je n'ai jamais entendu, en tout cas moi ça je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas entendu au travers de personnes qui ont vécu ces subjectifs de conscience. Est-ce qu'il est interdit à nos défunts de nous donner une toute petite trace de lumière de ce qui se passe après la mort? Oui, alors, vous savez, moi, j'ai lu toutes les descriptions, les 1300 descriptions dans toutes ces langues, parce que j'aurais bien voulu avoir un petit indice. Et non, alors, leur état d'esprit, ça, je vous le présentais, mais pas leur nouvelle existence supposée. Rien du tout. Moi, je pense, mais ça, c'est juste ma vision, que ce n'est pas un endroit, mais un état de conscience. C'est ça que je pense. Je ne pense pas qu'ils sont dans un endroit. Je pense qu'ils sont, voilà, que c'est un état de conscience et qui peuvent se matérialiser pour nous transmettre du réconfort et puis l'information importante qu'il y a une vie après la mort. On a quelques témoignages, mais très, très prudents, où il y avait un message des défunts du style « je n'ai pas le droit de le dire » ou « je ne peux pas le dire » ou « c'est pas le moment que tu saches », ce genre de choses. Mais peu de cas et pas très clair. Mais non, on n'a pas d'informations. Tant pis, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame.